cas où. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À bras le corps où aujourd'hui nous allons parler de zéro déchet, un thème que nous avons déjà abordé dans un épisode précédent avec un autre invité. Aujourd'hui, nous recevons pour en parler Mariska. Bonjour Mariska. Bonjour Gaëlle. Bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast, ça me fait très plaisir. Ça me fait plaisir d'être là avec toi aussi cet après-midi. C'est cool. Alors, je suis particulièrement contente que tu sois là parce que donc tu viens discuter zéro déchet avec moi. Et moi, ce qui m'intéresse chez toi, c'est que tu es une maman. Oui. Donc tu vas pouvoir nous expliquer comment c'est d'être une maman qui réfléchit et essaye de faire du zéro déchet. On va voir un peu après, je vais te poser des questions, comment ça se passe pour toi. Et puis du coup, ça nous donnera un autre point de vue sur la question, puisque c'est vrai que ce qui était un petit peu mis en avant des fois et qu'on reproche au courant zéro déchet, hormis le fait que le terme soit peut-être pas tout à fait approprié, mais ça c'est un autre débat, on en reparlera peut-être une autre fois, c'est que bien souvent les gens qui se mettent à faire du zéro déchet sont des gens qui sont jeunes, qui ont pas de famille, voire des fois qui sont tout seuls, et on entend souvent la critique de dire oui mais vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de vie de famille, vous ne travaillez pas à plein temps, c'est complètement différent, etc. Donc il y a des gens, c'est vrai, qui y arrivent très bien en étant parents, mais il y a aussi la réalité et tout le monde va à sa propre vitesse. Et donc, on va voir tout ça aujourd'hui avec toi. Donc, première question Mariska, qu'est-ce que ça veut dire zéro déchet pour toi ? Si on prend littéralement zéro déchet, ça veut dire pas de déchets du tout. Après, dans ma conception des choses, c'est plus de réduire sa consommation et puis d'avoir une consommation raisonnée et puis réfléchir à l'impact que ça peut avoir socialement, écologiquement, et puis faire des petits pas tous les jours en essayant plutôt de réfléchir en fait les achats qu'on fait. D'accord. Donc ça part pour toi d'un postulat que on produit trop de déchets. Ouais, c'est ça, on produit trop de déchets et puis j'ai plutôt envie de dire aussi de pas acheter de manière un peu compulsive, mais plutôt réfléchir et savoir si l'objet en question ou l'aliment, on en a vraiment besoin en fait, et puis pas se laisser happer par ce qu'on croit qu'on a besoin et qui en fait ne sont pas des besoins mais des envies qui nous ont été créées en fait. D'accord, ok, bah c'est intéressant. Mais du coup, donc zéro déchet. Donc le terme tu connais, on est d'accord ? Oui. Donc tu connais aussi un petit peu le mouvement ? Un petit peu, oui. Un petit peu, d'accord. Comment t'as découvert ça ? Alors comme ça, j'ai de la peine à te dire vraiment comment j'ai découvert ça. Je pense l'avoir découvert avant qu'il y ait ce gros effet de mode qui soit là autour. Et puis, en fait, la lecture que j'ai faite, en fait, c'est le livre de Bea Johnson. Je sais plus par cœur le titre, mais voilà, qui parle très bien du zéro déchet dans tous les aspects de la vie quotidienne. Et puis axé en fait sur les différentes pièces de la maison, on va dire ça comme ça. Ok, d'accord. Mais le livre, il est arrivé à toi un peu comment ? Tu t'en rappelles ou tu sais plus trop bien, ça s'est fait un peu tout seul, puis t'as pas trop fait gaffe ? J'ai pas trop fait gaffe, je sais que c'est moi qui suis allée l'acheter, ce livre, parce que j'arrive pas à me rappeler comment j'ai eu cette première information que c'était possible de réduire ses déchets, mais du coup, du moment que j'avais eu cette info, j'avais envie de creuser par moi-même, et puis du coup... je suis allée acheter le livre, voilà. Ok, d'accord, c'est intéressant. Ça date, tu te souviens un petit peu quand c'était ou c'est trop loin dans ta mémoire tu sais plus très bien ? Alors, j'ai envie de dire, j'avais déjà commencé mon travail, ça doit faire environ 3 ans, je pense. Ok, d'accord, par là autour, donc ça, ouais. Déjà quand même quelques années, du coup. Ouais, en 2 et 3 ans, quelque chose comme ça. D'accord, ok. Et du coup, t'as trouvé la démarche intéressante. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette démarche, en fait, qui fait que t'as eu envie de creuser ? L'impact qu'on peut avoir chacun individuellement, en fait, via ce qu'on consomme ou ce qu'on ne consomme pas, en fait. C'était ça qui m'intéressait dans la démarche. Et puis, c'est vrai que quelque chose que je trouve difficile quand on est consommateur, parce que on est quand même, on peut dire tous consommateurs de quelque chose, c'est que c'est difficile de savoir si l'achat qu'on fait, il est raisonné ou pas, parce que il y a différents
différents courants en fait qui se confrontent. Est-ce que c'est mieux d'acheter du local? Est-ce que c'est mieux d'acheter du bio? Est-ce que c'est mieux d'acheter du sans emballage? Mais si on a envie d'acheter du bio sans emballage, comment est-ce qu'on fait? Enfin, toutes ces questions-là. Et puis au final, même encore maintenant pour moi, c'est difficile de savoir si l'achat que je fais, c'est le bon en fait. Ouais, je trouve que c'est quelque chose de difficile en fait. D'accord. Alors, il y a peut-être des gens qui se posent pas la question quand ils vont faire leurs courses, ils achètent tout le temps la même chose, mais moi, je suis assez une personne à me remettre en question par rapport à mes achats. Et puis, quelque chose que j'ai pris conscience, enfin, j'avais déjà conscience, mais j'y ai plus réfléchi ces derniers temps, c'est le fait que notre cerveau, au final, il nous biaise, et puis, en fait, on prend l'argument qui va dans notre sens, un peu pour nous déculpabiliser, on va dire. Alors, je trouve pas que c'est quelque chose de mal, au final, mais c'est une réalité. Ouais, donc tu sens que il y a des mécanismes chez toi qui font que tu fais pas forcément le choix qui est le plus en accord avec tes valeurs, c'est ça que tu veux dire? Que je sais pas quel est le choix qui serait le plus en accord avec mes valeurs, en fait. Parce qu'il te manque de l'info? Ouais, il me manque de l'information. En fait, si on devait faire le bilan entre une alimentation locale, une alimentation bio, une alimentation zéro déchet, au final, sur un bilan écologique, laquelle est la mieux? Et puis aussi un autre aspect, je pense que je suis sûre que c'est totalement lié à l'éducation que j'ai eue. Ma mère, elle a beaucoup été influencée par tout ce qui est action, donc mine de rien, quand je fais un achat, j'ai quand même toujours le prix en tête qui vient un peu concurrencer la valeur que j'ai envie d'apporter à mon achat, que ce soit du bio, que ce soit du local ou autre en fait. D'accord. Et puis du coup, la méthode zéro déchet, elle t'intéressait parce que du coup, elle t'apportait un autre angle de vue sur ta réflexion en tant que consommatrice sur ce que t'achetais, ou bien c'était peut-être parce qu'elle te donnait des outils où elle te montrait qu'en fait, tu pouvais quand même faire quelque chose à ton échelle? Ouais, c'est plus la deuxième option, le fait que je pouvais avoir un impact directement via mes choix de consommation, en fait. D'accord, oui. Parce que ça, c'est vrai que c'était quelque chose qu'on a abordé dans le podcast précédent avec Julina, qui disait que ce qui était intéressant dans cette méthode, c'est qu'en fait, elle te donnait le sentiment que tu pouvais avoir, toi, petite personne, de l'influence sur ce genre de choses, alors que on a grandi, on est plus ou moins de la même génération, dans un environnement où en tout cas tout ce qui est communication par rapport à la pollution, par rapport à la catastrophe au niveau qui se prépare au niveau de la biodiversité, en fait tout ça, des choses qui étaient très dramatiques où on se sentait terriblement impuissant en fait face à tout ce genre d'événements. Et donc c'est quelque chose qui ressort que quand on découvre la méthode dite en guillemets zéro déchet, tout à coup je peux avoir moi aussi de l'influence à mon propre niveau là-dessus. Bon, ça, c'est quelque chose que j'étais déjà convaincue avant de connaître le zéro déchet, parce que pour moi, là où on met notre argent, c'est là où on a envie d'apporter de l'importance et donner du pouvoir. Il y a ce slogan qui dit on vote avec notre porte-monnaie, mais en fait, pour moi, c'est clair, en fait. C'est quelque chose qui est ancré en moi. Je sais que c'est vrai, en fait. Et puis, c'est vrai qu'avec le zéro déchet, c'est une manière de montrer à la société, aux politiques, à quoi on apporte de l'importance. D'accord. Du coup, question suivante, est-ce que tu pratiques un peu le style de vie zéro déchet, toi, dans ton quotidien? Alors moi, je pense pratiquer en partie le zéro déchet, mais clairement pas à 100%, mais pour des petites choses du quotidien. Après, c'est clair qu'avec une famille, c'est difficile de mettre en place ça à 100%. Et puis, on fait avec qui on est, notre situation, et puis ce qu'on arrive à faire, en fait. Je sais pas si je me suis très bien exprimée, mais en gros, ça veut dire en fonction de là où on habite, du budget qu'on a, des possibilités en fait qu'on a, et puis aussi de l'énergie qu'on a envie d'investir là-dedans. Parfois, on choisit aussi la solution de facilité, parce que quand on a une famille, le temps, c'est aussi des moments de qualité à passer ensemble, et puis du coup, c'est pas tout le temps possible de faire zéro déchet tout le temps. Voilà, parce que c'est vrai, on l'a dit au début donc de l'émission. Donc toi, tu es maman, puis tu es jeune maman parce que c'est ton premier enfant. Donc il y a aussi l'apprentissage, la découverte de qu'est-ce que c'est que d'avoir un enfant.
Tout à fait. Donc, du coup, parce que c'est une petite fille, comment tu fais? Comment je fais avec elle? Alors, pendant la grossesse, je m'étais dit, ah bah c'est évident, je vais utiliser des couches lavables. Et puis finalement, plus le temps passait, plus je me suis dit, mais Mariska, mets-toi pas de pression avec ça, tu verras bien comment ça va se passer quand ton bébé sera là, parce que c'est clair que c'est un chamboulement. Et puis, on a souvent des beaux idéaux, et puis après, il y a la mise en application on se retrouve confronté à la réalité de la chose, et puis on peut pas toujours... on peut faire comme on a envie, mais après, il faut prendre en compte le contexte, c'est ça. C'est comme je disais tout à l'heure. Donc du coup, finalement, les couches lavables, pour l'instant, j'ai pas encore essayé, et je sais pas si j'essayerai un jour, parce que c'est vrai, moi, ce qui m'interpellait au départ, c'est de se dire que de la naissance à la propreté, un enfant, c'est 1 tonne de déchets. C'est quand même énorme de visualiser ce chiffre, en fait. Mais après, il y a le côté pratique de la vie de tous les jours. Donc de ce côté-là, moi, j'ai pas fait le pas. On a fait la décision de pas faire le pas pour l'instant avec mon mari. Après, ça passe le 0 déchet avec ma fille, ça passe par tout ce qui est aussi vestimentaire. Où là, typiquement, j'évite d'acheter des habits neufs. Enfin, les habits bébés, c'est des habits qui vont durer pas longtemps dans le temps, parce qu'on va vite changer de taille. Donc du coup, pour moi, c'est complètement aberrant déjà de mettre ses sous là-dedans. Enfin, donc du coup, moi, je fonctionne beaucoup avec soit de la récup de personnes qui me donnent des habits qu'ils utilisent plus, ou bien... là où j'habite, on a une boutique de seconde main. Je passe aussi régulièrement faire un saut là-bas. Et puis niveau des jouets aussi, moi je suis pas pour la consommation à outrance. Donc en fait, les achats que je fais sont souvent assez raisonnés. Et puis un bébé, ça a pas besoin de grand chose en fait pour s'amuser. Donc les jouets que j'ai à la maison, c'est soit des jouets qu'on nous a donnés, ou des cadeaux qui ont été offerts à ma fille. On a beaucoup de choses qu'on a récupérées à la brocante de la déchetterie, là où on habite, en fait. Tout ce qui est des plots en bois, des rails en bois. Là, elle est trop petite encore pour jouer au petit train, mais tous ces objets qui, sinon, seraient partis à la décharge, et puis qui sont totalement utilisables, et puis qui peuvent être utilisés encore très longtemps, en fait. Donc voilà. Puis au niveau des produits de soins aussi, là j'utilise principalement de l'eau. Pour moi, la peau d'un bébé, elle a pas besoin d'être savonnée non plus tous les jours. Donc en fait, je la baigne dans de l'eau, et puis ça s'arrête là, en fait. Et puis si vraiment elle est sale, ou qu'elle sent pas bon, je vais utiliser du savon. Après, c'est pas arrivé souvent depuis qu'elle est née. Puis là, elle a 10 mois, et ouais, je pense que j'ai même pas utilisé les doigts de mes 2 mains du savon pour elle, donc voilà. D'accord, ok. Je sais pas s'il y a un autre domaine qui t'intéresse par rapport à ce sujet-là, parce que j'ai peut-être pas abordé tout ce que ça peut concerner. On verra, peut-être il y a des idées qui viennent encore un petit peu en cours de route. Maintenant, j'aimerais te poser une question, parce que dans ton discours, peut-être les gens qui nous écoutent l'auront senti un petit peu, mais on sent que finalement, en fait, ça fait déjà un moment que tu réfléchis à ta consommation. Oui. Et que visiblement, tu as l'air quand même d'être assez sensibilisée à tout ce pan, entre guillemets, qu'il y a dans notre vie. Mm-hmm. Du coup, est-ce que dans ta mémoire, tu aurais le souvenir du moment, de la première fois où tu t'es rendu compte que peut-être il y avait un problème avec notre façon de consommer ou de produire des déchets? Ou bien c'est très diffus et c'est venu petit à petit, là encore, la réflexion? Parce qu'il y a des gens, vraiment, tu sais, c'est un événement marquant. Tout à coup, clic, le déclic se fait. Oh mon Dieu, j'ai compris quelque chose. Ouais, alors moi, j'ai pas vraiment eu ce déclic. Ça s'est fait de manière progressive, mais j'ai l'impression d'avoir toujours eu une réflexion par rapport à ma consommation. Donc en fait, ça c'est venu dans la continuité de ces réflexions que j'ai, puis que je continue d'avoir, en fait. Donc j'ai pas un moment marquant.
Mais parce que du coup, ta maman était très comme ça, elle faisait très attention, hormis le fait que t'en as parlé tout à l'heure, elle avait tendance à acheter surtout des actions. Est-ce que y a eu, je sais pas, dans l'environnement familial, des influences, je dirais, où là, il faut faire attention, ou ce genre de choses, ou bien c'est toi, peut-être à un moment de ta vie, t'as commencé à regarder un petit peu, t'as vu des trucs, ou on t'a expliqué des choses? Non, alors c'est plus venu de moi parce que dans ma famille justement, il n'y avait pas tellement cette réflexion et puis c'est plus du moment que j'ai pris mon indépendance où bah là typiquement, j'avais pas envie de cuisiner les mêmes choses que ma mère faisait, donc ma consommation elle a progressivement changé et puis je suis allée m'installer avec mon mari, donc bah, c'est aussi une réflexion qu'on a menée à deux et puis après c'est plus dans le couple, c'est plus moi qui gère cette partie de faire les achats, de préparer la nourriture, donc finalement je pense que cette réflexion elle est plus présente chez moi au quotidien, mais lui il est aussi bah, concerné par le sujet au final. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est une réponse qui convient tout à fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. On a tous un vécu qui est différent. Donc il y a des gens qui ont des déclics et il y a des choses, il y a des gens chez qui ça monte de façon un petit peu plus progressive. Toi, visiblement, c'est une réflexion qui est venue plus progressivement avec ton indépendance. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, moi j'ai eu un déclic en tant que personne, tu vois. Si on fait un petit peu un parallèle, où le processus était déjà aussi enclenché depuis plus longtemps. Mais tout à coup, à un moment donné, c'est comme si on avait tourné un bouton et tout ce qui était déjà en place en amont avant, tout à coup avait pris sens, a dit « Ah tiens, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. » Mais n'est pas tous ça se fasse pas toujours de la même façon, tu vois. On discutait par exemple dans le premier podcast que j'ai enregistré avec Yannick qui nous on a parlé de minimalisme par rapport aussi au déclic au moment où tu dis ah j'ai trop de possessions, est-ce que ça vient petit à petit parce qu'en fait tu enlèves les affaires dont tu ne veux plus mais t'as pas plus de réflexion que ça, ou est-ce que ou bien c'est parce que t'es assis chez toi un jour puis tu regardes autour de toi et tu fais j'ai trop. Tu vois, c'est différent et on fonctionne pas tous de la même manière. Ouais. Donc moi, je pense que ça a vraiment été plus progressif, en fait. Et puis, ce que je peux ajouter, c'est aussi en fonction de la période de vie, ça peut évoluer, en fait. Avant d'avoir ma fille, je pense que j'étais plus zéro déchet que maintenant, mais... je pense actuellement, je vais aussi parfois dans mes achats à la simplicité en fait, pour pas toujours à l'essentiel, mais à ce qui est le plus simple, le plus pratique en fait, pour parfois passer moins de temps en cuisine ou ce genre de choses en fait, pour avoir aussi parce qu'un enfant ça prend beaucoup de temps et d'énergie et puis finalement on est content quand on a un petit peu de temps pour soi pour juste rien faire ou faire quelque chose qui nous tient à cœur et puis ces moments ils sont finalement assez rares donc après je pense que certaines personnes elles ont un idéal en tête et puis elles vont tout faire pour y arriver. Là finalement nous dans notre couple, dans notre famille par moment on va simplement à la simplicité et puis oui quand on va s'acheter des sushis emballés, ça nous fait plaisir de les manger, mais après, moi, ça me fait quand même toujours mal au cœur de voir ce plastique que je mets à la poubelle. Mais voilà, on a passé un bon repas et puis on n'a pas eu ce temps à tout préparer. Et puis, de temps en temps, ça va aussi. Ouais, mais ça, c'est des remarques qui sont très intéressantes parce que je pense qu'il y a une partie des auditeurs qui écoutent qui sont un peu dans ce dilemme-là. Parce que c'est pas facile de changer son mode de vie quand t'as le travail, quand t'as les enfants. Et puis, il y a aussi par rapport à la zone dans laquelle on vit. Là, tu parlais... on discutait hors antenne, tu disais que ta vie avant ta fille, puis là, tu l'as redit encore une fois, tu faisais plus attention. Ouais. Mais les conditions étaient différentes. Entre deux, tu as déménagé. Tout à fait. Et du coup, entre guillemets, ce qui te permettait de t'approvisionner à changer également. Oui, c'est ça. C'est que là où j'habite, en fait, on a fait le choix avec mon mari d'avoir qu'un seul véhicule.
Moi, j'ai jamais eu de voiture à moi, bien que j'ai le permis. Et puis lui, il utilise la voiture pour son travail. Donc moi, c'était important, là où j'habite, de pouvoir tout faire à pied et puis utiliser les transports publics. Donc en fait, là où je vis, c'est possible de le faire. Après, justement, le zéro déchet, c'est plus compliqué. Bah, là où je vis, parce que dans les commerces que j'ai à proximité, j'ai le Lidl et la Migros, le Denner, et puis là maintenant il y a un magasin bio qui vient d'ouvrir au mois de janvier. Mais du coup c'est vrai que on s'est organisé autrement aussi. Du fait d'avoir ma fille, j'ai réduit mon temps de travail. Donc j'ai 2 jours par semaine où je suis à la maison. Pour notre vie de famille, c'était aussi plus simple que je m'occupe de faire les courses pendant ces 2 jours-là, et puis ensuite qu'on ait le week-end pour nous en famille sans devoir penser encore à devoir aller faire les courses. Tandis que avant d'avoir notre fille, ces courses on les faisait le samedi, puis du coup on prenait la voiture et puis là on se déplaçait, puis on pouvait aller chez un petit producteur où je pouvais acheter les fruits, les légumes et d'autres aliments qui complétaient le panier en fait. Oui. Parce que, alors ça c'est aussi, c'est vrai, c'est un élément qu'il faut dire. Des fois on n'a pas toujours les structures en place pour trouver des aliments en vrac à proximité. Donc nous on enregistre l'émission, donc l'émission elle fait en Suisse, et comparativement par exemple à la France, on a beaucoup moins de desserves au niveau du vrac, même que les distances sont plus courtes. Il y a une ville en Suisse romande qui a fait le choix d'essayer d'être la première ville zéro déchet de Suisse, c'est Carouge. Donc ils sont en cours d'élaboration, donc ils ont démarché les commerçants pour savoir s'ils étaient d'accord que les gens viennent avec leurs contenants, etc. Donc c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Mais sinon, c'est vrai que dans le restant, en tout cas de la Suisse romande, on n'a pas énormément en fait de points de vente qui acceptent qu'on vienne avec un contenant pour le remplir encore, même si ça se démocratise de plus en plus. Et puis il n'y a pas de magasin en guillemets spécialisé sur le vrac. Après justement, tout ce qui est fruits et légumes, tu peux aller chez l'agriculteur. Mais donc quand tu n'as qu'une seule voiture et que tu décides de faire tes courses pendant la semaine et que du coup tu n'as pas la voiture, si tu habites loin de ces zones de desserve, du coup tu n'as pas accès à ce genre de produits. Ouais, là c'est exactement ce qui se passe pour nous en fait. Mmh. Donc oui, ça c'est un point qui est important parce que c'est un point qui va influencer aussi si on va avoir tendance à le mettre en place ou pas, parce que s'il y a des distances à faire, ça freine généralement un petit peu les gens. Oui, exactement. Donc voilà. Et ça peut faire en sorte que les gens soient un petit peu plus frileux à essayer de mettre en place ce genre de choses. Surtout qu'en plus, l'utilisation de la voiture est très... C'est un sentiment que j'ai, hein. Je dis ça, mais j'ai pas du tout... j'ai pas fait de recherche sur le sujet. En tout cas, en Suisse, la voiture, c'est surtout pour le travail. J'ai l'impression. Ouais, le travail, et puis je pense aussi les loisirs, mais... Après, moi j'utilise assez peu la voiture, donc je pense que je suis pas un bon exemple pour répondre. Tu vois, par exemple, si je compare à la culture américaine, puisqu'on parlait de Barry Johnson tout à l'heure... la culture de la voiture est très développée aux États-Unis. On sait que des fois, pour faire 200 mètres, ils préfèrent prendre leur voiture plutôt que d'y aller à pied. Donc, entre guillemets, la distance, c'est pas un critère pour eux, puisque de toute façon, ils vont prendre la voiture pour faire 200 mètres. Donc, tandis que nous, on va peut-être plus y réfléchir avant de monter justement dans notre véhicule pour aller faire les courses ou ce genre de choses. Donc ça c'est peut-être aussi du point de vue culturel, du coup qu'il y a quelque chose qui a besoin de se mettre en place ou des choses comme ça. Oui, certainement. Parce que si on regarde bien la disparition en guillemets de la consigne, par exemple, tout ce qui est bouteille de lait par exemple, en Suisse elle a disparu il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a disparu il y a peut-être 40 ou 60 ans. Parce qu'en tout cas, pour les gens qui sont nés dans les années 90 ou 90, il y a des Français qui nous écoutent, quand on était encore toute petite, il était
possible d'aller faire remplir un contenant dans la boucherie, d'avoir des bouteilles en consigne, et puis après ça a totalement disparu. Donc c'était vraiment les restaillons d'une ère qui était déjà bien révolue, mais maintenant en fait c'est des choses qui ont tendance à revenir, on remet des consignes, on remet la possibilité aux gens de venir remplir leur contenant, mais du coup en fait c'est quelque chose qui est assez récent, et pour autant finalement en à peu près 30 ou 20 ans de consommation, les habitudes ont tellement changé qu'en fait les gens savent plus faire. Et du coup, il faut réapprendre. Ouais, c'est clair, c'est un réapprentissage et puis des changements dans nos activités quotidiennes, dans nos choix quotidiens. Et puis c'est juste, je pense pas que ce soit toujours plus contraignant. Parfois, oui, mais enfin, je pense que là où est la contrainte de départ, c'est de réfléchir à une autre façon de consommer, de vivre, de préparer ses repas, et puis ça passe par là. Et puis c'est vrai que c'est un changement qui peut parfois demander du temps, ou bien, comme tu disais tout à l'heure, qui est parfois radical pour certaines personnes. Mais c'est un changement de mode de vie, on s'entend bien. Oui. D'accord. Petite question, est-ce que, parce que ça a l'air quand même de te tenir à cœur de faire attention à ta production de déchets, est-ce que tu t'es fixé, je sais pas, un objectif que tu aimerais bien atteindre à ce niveau-là? Bah, disons qu'actuellement, là, j'ai plus d'objectifs parce que... Tu vis au jour le jour. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Avec la vie de famille, en fait, pour moi, ça a changé pas mal de choses. Et puis, du coup, actuellement, j'ai plus forcément d'objectifs. Je suis consciente, en fait, de ces déchets que je mets dans la poubelle, ou bien des cartons qui partent à la déchetterie, etc. Ça me fait pas rien de les voir. Après, pour l'instant, je suis pas dans un contexte familial et puis aussi mental où je suis prête à faire plus attention que ce que je fais, en fait, maintenant. Alors, c'est pas impossible que ça revienne, même certainement ça reviendra, mais certainement qu'il faut juste qu'il y ait un peu plus de stabilité, en fait, qui vienne dans notre famille, dans notre vie. Et puis c'est vrai qu'en fait c'est pas évident entre ce qu'on a envie et puis ce qu'on arrive à faire, à concilier la vie de famille, la vie professionnelle, d'avoir du temps pour soi, des loisirs, et puis mine de rien, ça prend du temps, de l'énergie, et puis c'est peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, c'est quand même parfois un effort que de penser au zéro déchet, en fait. Pas pour tous les aspects de la vie, mais pour certains. Mais parce que tu as l'impression que ça va te prendre du temps, de l'énergie, ou bien parce que tu te sens... tu te culpabilises de pas arriver aussi bien? Alors, je me culpabilise pas parce que ça sert à rien. Et puis, je fais comme je peux, au mieux. Et puis en fait, pour moi, ça sert à rien de culpabiliser. Je suis quelqu'un qui a tendance à culpabiliser, mais du coup, maintenant, j'ai décidé de plus culpabiliser pour ce genre de choses. Je prends mes décisions en fonction du contexte du jour même ou de la situation. Et puis je culpabilise pas du choix que je fais, en fait. C'était quoi la question? Tu peux juste... Parce que j'ai perdu le fil, là, du coup. Pardon, oui. C'était parce que ça te demande de l'énergie de penser parfois zéro déchet. Oui, alors en fait, ouais, c'est que... En fait, je pense que quand on est une femme active, avec une vie de famille, on a déjà beaucoup de choses en tête. Je sais pas si tu aborderas peut-être une fois la question de la charge mentale, qui n'est pas toujours très bien comprise par tout le monde, mais moi c'est quelque chose ces temps qui est très présent chez moi. Et puis mine de rien, penser zéro déchet, c'est une chose qui se rajoute encore en plus. Donc en fait, actuellement dans ma situation familiale et personnelle, j'ai pas envie de me rajouter une couche de plus. Voilà. Donc en fait, j'ai mon niveau actuel de zéro déchet, on va dire ça comme ça. Et puis en fait, il se maintient, et puis on verra plus tard si l'opportunité se présente de faire encore des changements supplémentaires dans ma consommation, en fait. Je suis très contente que tu aies fait cette remarque par rapport à la charge mentale, parce que c'est aussi quelque chose qu'on constate à l'association Zero Waste Switzerland quand on fait pas des cours, mais des ateliers d'introduction au zéro déchet et tout. Le public est presque quasiment exclusivement féminin qui vient. Beaucoup de jeunes, surtout. Mais
c'est très souvent des femmes. Alors il y a de plus en plus de messieurs qui viennent. On est très content de les voir arriver, mais ça me fait un petit peu penser à quelque chose que j'avais entendu une fois. Ça n'a rien à voir, mais ça ressemble terriblement. J'avais écouté l'interview de Bernard Campiche, je crois, qui tient une petite maison d'édition du côté de la Chaux-de-Fonds, si je me trompe pas, et qui parlait du salon du livre. Lui, il disait, quand il était sur son stand, il était toujours très étonné de voir arriver un monsieur, et qui lui demandait, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, mais c'est ma femme qui m'a dit de venir. Donc je sais pas, ça me fait penser un petit peu à ça, c'est intéressant. Et puis oui, aussi quelque chose que j'ai beaucoup entendu et qu'on sent un petit peu, c'est genre même en fait le zéro déchet c'est un truc de nana. Personnellement, je pense pas. Je pense pas non plus, mais c'est un peu parce que oui, mais tu vois, c'est gérer la maison. Ouais, donc c'est souvent lié avec désolée, mais c'est le cas, les tâches qui restent plutôt féminines au final. Enfin, qui sont attribuées aux femmes, voilà, même si en fait elles sont pas spécifiques à ce genre-là. Et c'est vrai que la question de la charge mentale a pas mal été abordée ces dernières années, puisque c'est quand même, il faut quand même avouer que tout ce qui est tâches ménagères, gestion des enfants, gestion de la nourriture, ce genre de choses, on a l'habitude que ce soit dévolu à la femme. Alors, on va pas rentrer dans un débat féministe aujourd'hui, même si j'avoue, ça me démange pas mal. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc... Mais effectivement, c'est des choses qu'on retrouve quand on fait des ateliers zéro déchet, et c'est un peu frustrant, effectivement, de voir qu'il n'y a pas beaucoup de messieurs qui s'intéressent à ça. Parce que la production de déchets, enfin, eux, ils le font aussi. Moi, je vois très bien des situations de personnes que je connais qui essayent de faire attention au zéro déchet, où madame fait beaucoup d'efforts, et puis elle met en place tout un système, et puis elle est quand même crevée parce qu'elle a toute la charge mentale sur ses épaules. Puis de temps en temps, on envoie monsieur faire les courses, puis il te ramène des tranches de poulet suremballées qui viennent du Brésil, ou ce genre de choses-là. Donc des fois, c'est un petit peu déprimant. Du coup, ça peut démotiver un petit peu, et où ça peut freiner, parce que justement, tu fais, ça c'est un truc qui demande de l'énergie. Et je suis pas aidée, je suis toute seule, et j'aimerais bien un petit peu d'aide, et c'est pas forcément évident de l'avoir. Mais juste d'être comprise, en fait, aussi. Ouais. Rien que ça. Comprise et écoutée, ou juste comprise? Comprise, d'accord, ouais. Ok. Bon, c'est intéressant. Bon, je vous rassure, pour les messieurs qui nous écoutent, je connais aussi des messieurs qui sont très engagés dans le zéro déchet. J'ai de très bons exemples. Il y en a un en particulier que j'aimerais bien avoir une fois dans cette émission. Je sais pas encore s'il va accepter, mais je vais m'arranger pour que ce soit le cas. Un monsieur qui fait le zéro déchet et qui fait très attention, qui est très engagé, et qui a même poussé la réflexion encore plus loin que juste le déchet en l'emballage plastique, et qui a réorganisé sa vie, en fait, pour qu'elle soit en accord complètement avec ses valeurs. Donc voilà, j'espère qu'un jour j'aurai cette personne à interview, parce que justement, le zéro déchet, c'est pas qu'un truc de femme ou de fille, désolé. Ça concerne aussi les messieurs. Et on aimerait bien, dans les associations zéro déchet, qui s'intéressent un petit peu plus à la question. Donc je suis très contente que tu aies posé cette question, que tu aies fait cette remarque, parce que justement, elle est très très importante. Donc voilà. Du coup, j'aurais peut-être encore une petite question pour toi. Est-ce que, même si on a compris que tu faisais ce que tu pouvais avec ton zéro déchet, ou ta réduction de déchets, plus simplement, est-ce que tu aurais quand même un souvenir dont tu es un petit peu fier, ou qui t'a apporté de la joie par rapport à ce mode de fonctionnement, que tu pourrais ou que tu auras envie de nous partager? Alors moi, j'ai 2 souvenirs un peu similaires qui me viennent. En fait, c'est des ateliers auxquels j'ai participé avec des amis sur... le premier, c'était sur la préparation de produits ménagers, en fait. Et puis le second, c'était des produits de soins pour bébés, justement. En fait, c'est ma cousine qui a développé des ateliers comme ça. Et puis du coup, c'était l'occasion de participer, et puis de passer un bon moment, et puis d'être dans le partage, en fait, dans cette activité. D'accord, ok. Et donc là, quand t'as fait ce genre de choses, vraiment, ça t'a beaucoup plu, quoi? Oui, moi, ça m'a plu de participer, de préparer moi-même les produits, puis surtout d'être entre filles, de discuter, et puis de passer un bon moment, et puis de pas prendre ça comme encore
une chose de plus à faire, en fait. Donc ça a enlevé un petit peu le poids de la chose, en fait. C'est ça. D'accord, ok. Bah, du coup, c'est un chouette souvenir. Ouais, ça, c'était chouette souvenir. D'accord, bah, c'est cool. Encore une petite question. Qu'est-ce que tu mets concrètement, pour donner quelques exemples, en place pour réduire tes déchets? Alors, je pense que la première chose que j'ai faite, en fait, c'était de m'attaquer à la salle de bain, si je peux dire ça comme ça. J'ai eu une réflexion par rapport à tout ce qui était slow cosmétique et puis aux produits en fait que je mets sur mon visage. Et puis du coup, j'ai commencé par changer ça et je pense que en y réfléchissant, ça c'est arrivé avant que je connaisse vraiment le zéro déchet et puis c'est peut-être ça C'était ta porte d'entrée en fait. Ouais, je pense que c'est venu en cours de discussion et maintenant je réalise que c'est venu de là en fait le zéro déchet. Donc au niveau de la salle de bain, du coup moi ce que j'utilise pour mes soins quotidiens, c'est des huiles, des hydrolats principalement et puis au niveau de la douche ou du bain, on utilise exclusivement des produits solides, des shampoings et des savons solides qui font qu'on n'a pas tout cet emballage. Et puis au final, quand on achète un produit savon liquide, on paye quand même beaucoup d'eau. Donc pour moi, c'est aussi une aberration dans ce sens-là. Après, c'est aussi au niveau des achats qu'on fait. Là, typiquement, quand on a déménagé, puis quand on est arrivé dans notre nouvel appartement, pour nous, c'était important. On avait envie de meubler notre appartement avec principalement des... Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà. Principalement des meubles de seconde main. En fait, on n'avait pas envie non plus de dépenser des sommes astronomiques là-dedans et puis on avait quand même envie d'avoir des meubles de qualité donc c'est clair que ça a mis du temps en fait pour meubler l'appartement parce qu'on va pas dans un magasin et puis on choisit tout ce qu'on veut puis hop le lendemain on a monté puis c'est prêt donc petit à petit on a trouvé la table de la salle à manger ce qui était le plus difficile c'était le canapé et puis pour être franche le canapé on est encore pas tout à fait convaincu que c'est le bon pour chez nous donc voilà. Et puis aussi, toujours dans cette optique de redonner une seconde vie aux objets, les objets qu'on n'utilise plus, on s'en sépare, mais à moins qu'ils soient complètement foutus, ou là on va les amener à la déchetterie, on a l'objectif de leur laisser une deuxième, troisième ou plus de chance en fait, soit en les revendant ou en les donnant, et puis qu'ils puissent servir à quelqu'un d'autre en fait. Mmh. Ouais, non, mais ça, c'est vrai que c'est important. Du reste, dans les 4 R, sauf erreur, je sais plus si il me semble qu'il y en a plusieurs cinquièmes, les 4 R du zéro déchet, il y a à réutiliser. Ouais, tout à fait. C'est très important parce qu'effectivement, on attribue une certaine durée de vie à des objets, mais en fait, ils peuvent durer plus longtemps. Exactement. Simplement, on se lasse, donc on veut les changer. Mais même si éventuellement, on se lasse ou on veut les changer, cela n'empêche que s'ils sont en bon état, il faut les passer plus loin. Exactement. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses que tu mets en place chez toi pour limiter les déchets. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient en tête qui fait que tu limites tes déchets Si je pense à la cuisine, typiquement, nous, les épluchures, elles finissent jamais à la poubelle, quoi. Pour moi, ça me paraît tellement évident de dire ça, mais je sais qu'il y a encore tellement de personnes qui les jettent à la poubelle, alors que au final, les poubelles, maintenant, on a partout des sacs taxés ou la taxe au poids, et puis ces épluchures, ça fait beaucoup de poids, et puis quand elles partent au compost, finalement, elles ont une seconde vie aussi, en étant compostées, et puis servir d'engrais pour des plantations, et puis donc ça c'est quelque chose que je mets en place vraiment depuis très très longtemps, et puis ouais, c'est une évidence, ça je reviendrai en arrière pour rien au monde en fait. D'accord. Le seul côté plus contraignant c'est l'été quand il fait chaud, où là il faut aller le vider plus souvent parce que sinon il y a les odeurs qui vont avec, hein, mais finalement c'est pas une grosse contrainte, hein. Okay. De toute façon, la poubelle, il faut aussi aller la mettre au conteneur à ordures. Hein. C'est clair. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose encore éventuellement qui te brûlerait les lèvres que tu as envie de partager après toute cette discussion très intéressante qu'on vient d'avoir, ou une envie, quelque chose que tu aurais... pas forcément alors une réflexion, mais quelque chose que tu aurais envie de partager, quelque chose que tu aurais peut-être envie de dire aux auditeurs?
Comme ça, j'ai rien qui me vient. Je pense avoir abordé l'essentiel de ce que j'avais envie de raconter et puis de partager avec toi cet après-midi. D'accord, ok. Bah, je trouve que c'est déjà bien. On a déjà plein de choses, on a déjà plein de choses intéressantes à partager aux autres. Donc c'est cool. Bah, en fait, maintenant que je t'ai posé la question, il y a quelque chose qui te vient en tête. Je pense que ce que j'ai envie de communiquer, c'est de pas culpabiliser, en fait, de faire ce qu'on peut. Et puis de pas se mettre de pression pour ça. Au final, même si c'est des petits gestes au quotidien, c'est toujours ça, en fait. On peut toujours faire mieux, on peut toujours s'améliorer, mais du coup, ça, c'est aussi positif parce que ça montre qu'il y a encore de la marge de progression, mais ce qu'on fait, c'est déjà bien. Et puis, souvent, moi, j'ai tendance à me dire oui, tu pourrais faire plus, Mariska, mais quand tu regardes les autres personnes à côté, il y en a tellement qui font bien moins. Donc, je pense que faut pas se comparer forcément aux autres, à ceux qui font mieux ou à ceux qui font moins bien, mais en fait se comparer à soi-même, puis de regarder toute la progression, la démarche qu'on fait, le chemin qu'on a déjà fait, et puis oui, aussi tout le chemin qui reste encore à faire, quoi. Mais dans le sens de voir de façon positive, genre je peux encore faire tellement de choses. Voilà, c'est ça, de voir qu'il y a une marge de progression et puis que c'est positif, qu'il n'y a pas besoin que ce soit là tout de suite maintenant, mais petit à petit en fait. Sans culpabiliser. Surtout, c'est de pas culpabiliser, de pas se mettre de pression. Et puis rester zen, en fait. Vivre simplement. Et profiter aussi d'avoir du temps pour soi. Oui, parce que d'être bien dans ses baskets, ça aide aussi quand même pas mal. Voilà, c'est ça. C'est que si on se culpabilise parce qu'on veut à tout prix faire quelque chose à fond et puis qu'au final, on n'a plus de plaisir à ce qu'on fait, et c'est pas positif non plus parce que ça veut dire que la démarche, elle va pas tenir dans le temps. Ouais, ça c'est important. Mais du coup, je suis très contente que tu aies abordé ce point-là. Ça s'est vu, vous voyez pas, mais que j'ai eu un très grand sourire quand elle l'a dit, parce que c'est vrai que la culpabilité est le frein principal pour les gens, pour se mettre dans une démarche où ils font plus attention en fait à leurs déchets. Et souvent, en fait, donc on culpabilise qu'on fait pas bien les choses, ça nous déprime. Et puis on dit mais de toute façon, moi j'ai aucun poids ou des choses comme ça, et en fait finalement les gens ne font rien. Et puis ça c'est quelque chose qui est relayé aussi pas mal par les assos de zéro déchet, c'est vous comparez pas à nous, enfin allez à votre rythme. Je veux dire, nous-mêmes quand on fait partie de ces associations, il y a des moments où c'est plus difficile, peut-être on a ce qu'on a dit, une petite rechute. Moi actuellement je vis une rechute, je l'avoue complètement, je parle de zéro déchet, oh mon dieu, et en fait je rechute complètement parce que voilà, c'est un moment de ma vie où c'est un petit peu plus compliqué, mais après ça va changer, ça n'empêche pas qu'on fait quand même toujours attention. On n'est pas des super humains en puissance, on est des êtres vivants avec des émotions, il se passe des choses dans nos vies. Et donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est et ce qu'on a à disposition. Et ça, je pense que c'est le message principal qu'il faut retirer de tout ça. Ouais, tout à fait. Puis, je remarque aussi, si moi j'ai envie d'introduire un changement dans ma vie, première chose, c'est il me faut de l'air. Parce que j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Parce que pour atteindre cet objectif, en fait, finalement, je voudrais que demain, ce soit en place, parfait, et puis c'est juste pas possible. Et puis quand on réfléchit à un sportif de haut niveau, il n'est pas devenu sportif de haut niveau du jour au lendemain. Il s'est entraîné, ça lui a demandé beaucoup de temps, et puis pour des changements en fait qu'on a envie de mettre en place dans notre vie, c'est la même chose. Les choses, elles doivent se faire par étapes, petit à petit. Alors pour certains, ça peut être radical. Personnellement, c'est pas comme ça que ça marche pour moi, mais en tout cas, il faut pas culpabiliser que ce soit une démarche qui se mette en place sur du long terme et puis que ça prenne du temps pour arriver à l'objectif qu'on se fixe au final. Oui, qu'on soit très motivé ou pas, que ce soit radical ou pas, il y a des choses contre lesquelles on peut difficilement aller. Il faut savoir que dans notre cerveau, quand on a des habitudes qui sont bien en place, il y a des schémas de neurones qui sont connectés pour faire circuler l'information plus vite, pour nous économiser de l'énergie.
Ça, c'est comme ça que ça fonctionne la vie, l'économie d'énergie. Et notre cerveau est câblé comme ça également. Donc, quand vous avez des habitudes, que ça fait des années que vous les avez, eh ben, le circuit de neurones, justement, il est déjà bien installé. Et quand vous changez de mode de vie ou vous changez d'habitude, eh bien, il faut créer un nouveau réseau de neurones ou des nouvelles connexions. Et ça prend du temps. Donc, c'est important de savoir que, on est fait comme ça. Il nous faut un petit peu de temps pour s'adapter. Vous pouvez avoir la plus grande motivation de l'univers, il vous faudra quand même un temps d'adaptation. Et puis, selon votre niveau de motivation, ça peut prendre plus ou moins de temps, y compris si on rajoute, comme on l'a dit tout au long de ce podcast, en fait, les aléas de la vie. Mm-hmm. Et à un moment donné, il faut faire des concessions. Et puis c'est normal aussi pendant cette phase de transition où les neurones créent de nouveaux chemins, qu'on se retrouve dans des phases de contradiction. En fait, on se retrouve dans notre tête opposée à ce qu'on a toujours fait et ce qu'on a envie de faire. Et puis ça, c'est des fois des dilemmes qui sont très présents et puis qui donnent des fois les choix plus difficile à faire, et puis c'est normal un jour de finalement se rendre compte que ah mince, j'aurais peut-être dû prendre l'autre option, j'ai fait la mauvaise décision aujourd'hui, mais finalement c'était pas la mauvaise décision, c'était la décision que tu as réussi à prendre au tenter, et puis rien que de te rendre compte de ça et puis de réfléchir à ça, c'est aussi ce qui va te permettre la prochaine fois de prendre l'autre option au final. Oui, donc ça fait partie du cheminement. D'être indulgent envers soi-même. Ouais, c'est ça, la bienveillance. La bienveillance et l'indulgence. Voilà. Mais du coup, je pense que ce sera le mot de la fin, si tu es d'accord. Ouais, c'est parfait. Bienveillance, c'est un beau mot. C'est magnifique. Hein. Donc, on termine sur une très bonne note. Voilà. Merci Mariska, du coup, d'avoir participé à cet enregistrement. Avec plaisir, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi sur ce sujet. Ouais, moi aussi, ça m'a fait très plaisir. Tu as parlé de choses qui sont fondamentales et qui sont très importantes, donc je suis très heureuse que tu les aies dit, que tu aies posé des questions, que tu aies fait certaines réflexions, que j'espère bien pouvoir réaborder par la suite avec d'autres invités. On espère bien. Du coup, il y a plein de conversations, de débats très intéressants qui se profilent vers l'avenir, ça va être super. Et du coup, donc on termine sur cette petite note de bienveillance et d'indulgence, ce que vous devez retenir et qui, je pense, est le fondement de la vie pour que tout se passe bien entre tout le monde et chacun d'entre nous avec nous-mêmes. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve tout bientôt avec un nouvel invité. Je vous donne pas encore le sujet ni le nom de l'invité parce que je ne sais pas encore qui ce sera, mais je suis déjà sûre que ce sera très intéressant. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a plu, que vous avez appris plein de choses. On a cité un certain nombre de choses. Bon, le livre de Bea Johnson, je pense que tous ceux qui écoutent ce podcast et qui connaissent Zéro Déchet le connaissent également, mais on vous mettra quand même un lien dans la description pour que vous puissiez retrouver le livre au cas où vous ne connaîtriez pas. Et d'ici là, donc d'ici notre prochain entretien, portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez curieux, posez-vous des questions et surtout soyez bienveillants. Voilà, à tout bientôt. Ciao.